StudyGate Digital Learning Technologies. Hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie constitue l'ensemble des troubles liés à l'excès d'hormones thyroïdiennes au niveau des tissus cibles. Donc lorsque l'hormone thyroïdienne libre sont supérieures aux besoins de l'organisme. Et on parle de syndrome de thyrotoxicose. Donc c'est le syndrome clinique de l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie est fréquente mais aqal min l'hypothyroïdie. C'est à peu près 1 à 2% de la population. Et qui m'a l'hypothyroïdie, la prédominance dans le sexe féminin, sexe ratio 1:8. Les mécanismes physiopathologiques, on distingue donc deux cas de figure. On a les hyperthyroïdies périphériques, donc par atteinte primitive de la glande thyroïde, et les hyperthyroïdies centrales par atteinte de l'axe hypothalamo-hypophysaire, et c'est exceptionnel. Alors, 4 mécanismes pour les hyperthyroïdies périphériques. On a d'abord la stimulation du récepteur de la TSH, c'est le mécanisme le plus fréquent, et c'est le cas en cas de maladie de base d'œuvre, qui est l'étiologie la plus fréquente, 70% des hyperthyroïdies. Dans ce cas, c'est les anticorps anti-récepteurs de la TSH stimulant, ce qu'on appelle les TRAC, qui vont stimuler les récepteurs de la TSH. Ou bien, en cas de grossesse, il faut savoir que la bêta-HCG, par mimétisme moléculaire, peut stimuler le récepteur de la TSH, et ceci se voit en cas de thyrotoxicose gestationnelle. Deuxième mécanisme, c'est par mutation activatrice du gène du récepteur de la TSH en cas de nodule toxique ou bien de goitre multinodulaire toxique. Troisième mécanisme, par libération des stocks d'hormones thyroïdiennes déjà préformés lors de la destruction de la glande thyroïde, donc en cas de thyroïdite ou bien en cas de surcharge iodée, donc on va voir le type 2 par mécanisme lésionnel. Donc il y aura une libération d'hormones thyroïdiennes, d'où l'hyperthyroïdie. Et quatrième mécanisme, en cas d'apport exogène d'hormones thyroïdiennes, ce qui est logique, donc ça va augmenter la synthèse et la sécrétion d'hormones thyroïdiennes par échappement à l'effet de Wolff-Chaikoff qu'on a vu. Et dans ces cas, donc l'hyperthyroïdie périphérique, la TSH est basse ou effondrée par rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. Pour les hyperthyroïdies centrales, le primo movens, c'est l'hyperproduction de TSH en cas d'adénome thyréotrope par exemple, d'où l'augmentation du taux d'hormones périphériques, mais cette situation est beaucoup plus rare. Dans ce cas, le profil de la TSH, elle est augmenté ou bien pseudo-normal. Cliniquement, le syndrome de thyrotoxicose va se manifester par des signes généraux, donc un amaigrissement avec appétit conservé, voire une polyphagie, une asthénie physique qui s'aggrave à l'effort, une thermophobie, mais la température centrale elle est normale, l'hypersudation, donc on a les mains qui sont moites, un syndrome polyuro-polydipsique, donc la polydipsie elle est primaire dans ce cas, la rétraction palpébrale et le prurite. Le prurite dans ce cas il est plus fréquent en cas de maladie de base 2. Les signes cardiaques qui sont les plus fréquents après les signes généraux, les palpitations et la dyspnée d'effort. On a souvent une tachycardie sinusale. Parfois, on peut avoir des troubles de rythme, surtout la fibrillation atriale. On va les voir dans les complications. Et à l'examen physique, on a ce qu'on appelle l'érythmisme cardiovasculaire. Donc, un éclat des bruits de cœur, B1 et B2. Les pouls sont vibrants et bondissants, comme dans l'insuffisance aortique. Et parfois, un souffle d'hyperdébit, un souffle systolique éjectionnel. Et on a souvent une hypertension artérielle systolique par augmentation de volume d'éjection systolique, et la différentielle elle est élargie comme dans l'insuffisance aortique aussi par baisse de la diastolique due à la vasodilatation. Les signes psychiques, on a souvent une nervosité, une labilité émotionnelle, une irritabilité et les troubles du sommeil, surtout l'insomnie,
Les signes neurologiques, donc les tremblements des extrémités, le réflexe ostéotendineux sont vifs. On a souvent aussi une diarrhée motrice. Les signes musculaires, donc on a souvent une amyotrophie des ceintures, une faiblesse musculaire proximale, d'où le fameux signe de tabouret. Et au niveau osseux, on a une ostéopénie, donc une déminéralisation osseuse, parfois des fractures pathologiques et des tassements vertébraux lombaires. Et on va voir, ça peut évoluer vers l'ostéoporose. Les signes endocriniens, alors pour le diabète, ça peut déséquilibrer un diabète préexistant ou donner des troubles de la tolérance glucidique, donc c'est des hormones diabétogènes. Chez les hommes, l'hyperthyroïdie peut donner une gynécomastie, une baisse de la libido, une dysfonction érectile par hyperœstrogénie relative. Et chez la femme, ça peut être responsable des troubles menstruels avec dysovulation, une aménorrhée secondaire, mais souvent la fertilité elle est préservée. Donc le tableau clinique il est vraiment polymorphe, mais les manifestations vont dépendre surtout de l'étiologie sous-jacente, de la concentration des hormones thyroïdiennes, la durée de l'évolution et surtout du terrain. Parlons du terrain, alors il y a des terrains particuliers, il faut les apprendre. D'abord, pour le sujet âgé, il faut savoir que les signes généraux sont très fréquents, donc l'hyperthyroïdie chez le sujet âgé, elle simule une forme néoplasique, donc on a l'anorexie, l'amaigrissement sont importants, l'amyotrophie elle est importante. On peut avoir des signes psychiatriques, l'apathie, la confusion, la dépression, mais aussi l'agitation, et aussi les signes cardiaques, les troubles de rythme, surtout la fibrillation atriale est les plus fréquente, vu l'âge et vu l'hyperthyroïdie. L'insuffisance cardiaque et la décompensation d'une coronaropathie aussi avec l'âge, ça peut se voir. Et on voit souvent des fractures pathologiques et des problèmes osseux en rapport avec l'ostéoporose. Deuxième forme clinique, c'est les nouveau-nés. Dans ce cas, c'est généralement une mère basedowien qui va transmettre ses anticorps TRAC par passage placentaire. Et le nouveau-né donc va manifester des signes de thyrotoxicose qui sont la tachycardie, l'insuffisance cardiaque, l'irritabilité, donc un nouveau-né qui est inconsolable. On peut voir également un gain pondéral insuffisant, donc malgré un appétit conservé ou augmenté, parfois une érythrose généralisée, une hépatosplénomégalie, on peut avoir un goitre, une rétraction palpébrale, des petites fontanelles, voire craniosténose, des diarrhées et vomissements, un ictère néonatal, des polyadénopathies, et chez le nourrisson, on peut avoir aussi une complication très grave qui est l'hypertension artérielle pulmonaire par hyperdébit. Chez l'enfant, l'étiologie la plus fréquente chez l'enfant, c'est la maladie de Basedow. Dans ce cas, si les anticorps maternels disparaissent après 3 mois, donc après 3 mois, c'est plutôt une vraie maladie de Basedow chez l'enfant. La thyrotoxicose se manifeste par des troubles du comportement, un fléchissement scolaire, une accélération de la vitesse de croissance, donc une avance staturale, une avance de la maturation osseuse et un retard pubertaire chez la fille. Donc, les formes cliniques, il faut apprendre les signes, surtout chez le nouveau-né et chez l'enfant. Là, je me dis donc des questions croc, citer 4 signes de thyrotoxicose chez le nouveau-né ou bien chez l'enfant. Pour les complications, alors il faut les apprendre aussi. Les complications les plus fréquentes, ce sont les complications cardiaques. C'est ce qu'on appelle la cardiothyréose. Donc la cardiothyréose, c'est les complications cardiaques liées à l'hyperthyroïdie. La plus fréquente, c'est l'arythmie complète par fibrillation auriculaire ou la fibrillation atriale. C'est une fibrillation atriale dans ce cas qui est emboligène, donc le risque d'AVC il est important. Il faut anticoaguler les malades. Et souvent, c'est une ACFA qui ne se réduit pas, donc une résistance anti-arythmique. Il faut traiter la cause qui est l'hyperthyroïdie pour obtenir le rythme sinusal. Mais dans tous les cas, il faut bien anticoaguler. Deuxièmement, l'insuffisance cardiaque. Dans ce cas, c'est une insuffisance cardiaque généralement à prédominance droite. Donc, on a des signes droits, l'œdème de membre inférieur,
turgescence du jugulaire. C'est une insuffisance cardiaque qui résiste relativement au traitement digitalo-diurétique et qui s'améliore sous traitement spécifique de l'hyperthyroïdie. Alors, on peut voir Rahou deux formes de l'insuffisance cardiaque, soit la forme à fraction d'éjection préservée, dans ce cas, on peut avoir même des insuffisances cardiaques à débit cardiaque augmenté, ou bien les formes avec fraction d'éjection basse. Dans ce cas, on peut voir même des cardiomyopathies dilatées dues à l'hyperthyroïdie. Troisièmement, on peut avoir une décompensation d'une coronaropathie chez le patient coronarien du fait de l'augmentation du débit de la consommation en oxygène du myocarde. Deuxième complication, c'est l'hémiopathie thyrotoxique du fait de la myotrophie prédominante aux ceintures et aux racines des membres, et ça va donner un tableau de pseudo-paralysie. Troisièmement, la crise aiguë thyrotoxique qui est une complication fatale, donc 60% de mortalité. Elle survient chez des hyperthyroïdiens méconnus ou bien en post-opératoire si le malade il est mal préparé médicalement, favorisé par l'état d'hypersensibilité adrénergique. Le tableau clinique, donc, c'est une fièvre très importante, une diarrhée, des vomissements, parfois des douleurs abdominales, une déshydratation liée à l'hypersudation et des troubles de rythme, notamment une fibrillation atriale rapide, voire une insuffisance cardiaque qui peut évoluer vers un collapsus cardiovasculaire, voire un état de coma. Les autres complications, les complications osseuses, l'ostéoporose, et les complications psychiatriques. Maintenant, pour le diagnostic biologique, ce sont les dosages hormonaux qui vont faire le diagnostic. Alors, le diagnostic positif, il repose sur la TSH, qui est basse. Donc, en première intention, il faut faire la TSH. Akahaw, à la khater, la TSH, elle est très sensible aux variations de la FT4. Donc, dès qu'on a une augmentation légère de la FT4, sachez que la TSH va s'effondrer. Deuxièmement, le coût est inférieur, c'est plus économe. Et troisièmement, les hyperthyroïdies centrales, les types d'affirmes TSH normal ou élevé sont exceptionnels. Donc avec Alèche, en première intention, il faut faire que la TSH et une TSH effondrée confirment le diagnostic. Oui, pour apprécier la sévérité de l'hyperthyroïdie, on peut faire le dosage de la FT4 voire la FT3 dans des rares cas. Maintenant, pour les autres anomalies biologiques non spécifiques, il faut les apprendre. Il y a des questions QCM. On peut voir une hypocholestérolémie, une hypotriglycéridémie, un déséquilibre d'un diabète sucré ou trouble de la tolérance glycidique, une anémie microcytaire, une hypercalcémie modérée avec hyperphosphorémie et hypercalciurie, une cholestase avec élévation des gamma-GT et phosphatase alcaline, mais l'ictère il est rare, une leuconeutropénie avec une lymphocytose relative et une thrombopénie. Pour les étiologies, c'est la partie la plus importante du cours. Alors, quelles sont les 4 causes les plus fréquentes d'hyperthyroïdie? Question d'examen. Les 4 causes les plus fréquentes: la maladie de base 2, donc dans 70% des cas, puis l'adénome toxique, ensuite le goitre multinodulaire toxique et l'hyperthyroïdie par surcharge iodée. Donc, on va commencer par la maladie de base 2, qui est l'étiologie la plus fréquente, qui est une maladie auto-immune spécifique d'organes liée à la présence d'anticorps antirécepteurs de la TSH, dénommés PRAC, qui vont stimuler les récepteurs donc, de la TSH. Ils vont donc stimuler la synthèse des hormones thyroïdiennes. Alors, le terrain, c'est généralement une femme jeune, de la quarantaine, aux antécédents de pathologies auto-immunes, donc surtout un diabète type 1, une insuffisance surrénalienne, un vitiligo avec des taches achromiques bilatérales, une anémie pernicieuse ou maladie de Birmer, ou bien un purpura thrombopénique idiopathique, à l'occasion d'un facteur déclenchant, un choc traumatique ou émotionnel qui va déclencher la maladie. Sur le plan clinique, on aura les signes de thyrotoxicose avec un goitre
qui est homogène, diffus et élastique. Donc, axe la thyroïdite de Hashimoto, où le goitre il est ferme et hétérogène. Le goitre il est indolore et vasculaire. Donc, on peut à la palpation trouver un thrill et à l'auscultation un souffle systolo-diastolique. Mais le goitre il n'est pas compressif et ne s'accompagne pas d'adénopathie. هذوما الكل ينجم يجيو في des QCM à cocher. À côté de ça, on a donc des manifestations cliniques qui sont spécifiques de la maladie, qui sont inconstantes. D'abord, l'ophtalmopathie basdowienne, qui est présente dans un tiers de cas ou 40% des cas, qui est due au mimétisme antigénique entre le récepteur TSH et des antigènes fibroblastiques orbitaires. Donc, les anticorps antirécepteurs TSH vont aussi se fixer au niveau de ces antigènes, ils vont y agir. Alors, sur le plan anatomopathologique, on aura donc une myosite de muscles oculaires, une hypertrophie du tissu adipeux périoculaire et rétro-orbitaire, et il faut savoir que l'évolution est sans relation avec la thyrotoxicose. Donc, on peut avoir un état de thyroïdie, mais avec une ophtalmopathie basdowienne qui est active. Les facteurs déclenchants à prendre, surtout le tabac. Donc, cette forme survient dans 40% des cas et survient surtout chez le sujet tabagique. Deuxième facteur déclenchant, c'est l'iode radioactif. On a aussi le lithium et le traitement par antithyroïdien de synthèse s'il induit une hypothyroïdie. Cliniquement, donc, on aura une rétraction palpébrale supérieure avec éclat du regard, un œdème palpébral, des signes inflammatoires, donc une inflammation conjonctivale, une photophobie, parfois un larmoiement. Ou avec allège, donc généralement l'ophtalmopathie basdowienne, elle est prise en charge comme une conjonctivite allergique, surtout si elle précède les signes de thyrotoxicose. Mais après, le diagnostic va être redressé. On a aussi une asynergie oculopalpébrale, donc un retard à la fermeture de la paupière supérieure, et c'est les signes de Graff, et l'exophthalmie. L'exophthalmie qui est bilatérale, asymétrique, axile et qui est réductible normalement dans les formes non compliquées. La complication majeure de l'ophtalmopathie basdowienne, c'est la forme maligne. C'est une urgence thérapeutique. Elle se manifeste par une exophthalmie importante qui devient non réductible avec une occlusion palpébrale, donc une lagophthalmie, avec un chémosis, donc un œdème cornéen, parfois des ulcérations cornéennes et une diplopie, avec parfois une baisse de l'acuité visuelle, donc par compression du nerf optique, et une hypertonie intraoculaire avec souffrance papillaire qui menace donc la vision définitivement. Donc, le pronostic visuel, il est mis en jeu surtout par trois mécanismes: par le risque de subluxation des globes oculaires, par la kératite d'exposition qui peut donner une fente purulente de l'œil, et par la compression du nerf optique. Elle est généralement déclenchée par l'iode radioactif et la chirurgie, donc les traitements radicaux risquent d'aggraver l'ophtalmopathie basdowienne. Donc, il faut un examen ophtalmologique spécialisé et le maître examen complémentaire, c'est l'IRM orbitaire en urgence. Le traitement dans ce cas, la corticothérapie systémique ou bien une radiothérapie orbitaire ou une chirurgie de décompression orbitaire. Remarque, كما قلنا اليود radioactif il aggrave l'ophtalmopathie basdowienne. هذاك علاش ديما قبل ما نعملوا اليود en cas d'ophtalmopathie basdowienne, il faut donner une corticothérapie par le prédnisolone pendant 2-3 semaines avant l'iode. Les autres manifestations spécifiques de la maladie de Basdow, on a le myxœdème prétibial qui est pathognomonique. C'est un placard rouge ou rosé surélevé, induré à la face antérieure de jambe, qui est exceptionnel. Le diagnostic alors de la maladie de Basdow, en cas d'ophtalmopathie, le diagnostic il est déjà établi. Donc c'est clinique. Mais en absence d'ophtalmopathie qui est inconstante, il faut faire
L'échographie thyroïdienne qui montre un goitre hypoéchogène, homogène et hypervasculaire, c'est en faveur donc de la maladie de base 2, et le dosage des anticorps antirécepteurs de la TSH qui sont franchement positifs. Pour la scintigraphie thyroïdienne à l'iode 123, si on l'a fait, on va trouver une hyperfixation diffuse importante et homogène de l'iode, mais elle n'est pas indispensable pour le diagnostic. Remarque pour les anticorps antirécepteurs de la TSH, alors le titre initial n'a pas d'intérêt pronostic et il est sans intérêt d'en suivre l'évolution en cours de traitement. Et en fin de traitement, leur persistance c'est un facteur prédisposant à la rechute, alors que leur disparition ne permet pas d'affirmer la guérison. Dans la maladie de base 2, l'évolution متاعها elle est imprévisible. Donc, نجم تجي une seule poussée, on bat une rémission définitive, parfois évolue par poussée, parfois une poussée, on bat la maladie elle se réactive, donc c'est très variable. Deuxième cause d'hyperthyroïdie, c'est le goitre multinodulaire toxique, qui est la première cause d'hyperthyroïdie chez le sujet âgé. Donc c'est dû à une mutation activatrice du gène récepteur de la TSH par généralement des mutations somatiques de la sous-unité alpha de la protéine G. Donc c'est les sujets âgés généralement de plus de 60 ans qui sont déjà porteurs d'un goitre multinodulaire ancien et qui séjournent en zone de carence iodée. Les facteurs déclenchants possibles, donc l'injection d'iode, surtout les produits de contraste, ou bien la prise de médicaments contenant de l'iode, surtout l'amiodarone. Mais généralement, on n'a pas donc d'antécédents de pathologie auto-immune. Cliniquement, le goitre, il est multinodulaire, asymétrique, indolore, mais parfois compressif. Axe le base 2. Donc, dans ce cas, on a un signe très spécifique, c'est le signe de Pemberton. Donc, le malade il dit il faut, et son visage va devenir rouge, en fait lié à la compression par le goitre, généralement un goitre plongeant, des veines endothoraciques. On n'a pas de signe inflammatoire, généralement pas d'adénopathie, mais parfois le goitre multinodulaire peut être basofié et pas d'adénopathie. Le diagnostic, donc à l'échographie thyroïdienne, on va voir un goitre avec plusieurs nodules supracentimétriques et à la scintigraphie, une hyperfixation de plusieurs nodules avec extinction de reste de parenchyme, d'où l'aspect endamié. Et généralement, c'est une forme grave qui va nécessiter un traitement radical. Troisième étiologie, c'est l'adénome toxique lié à une mutation somatique activatrice de la sous-unité alpha de la protéine G au niveau du gène récepteur de la TSH. Dans ce cas, c'est un nodule thyroïdien unique, bien limité, indolore, hyperfixant à la scintigraphie. Puis on a les hyperthyroïdies à scintigraphie blanche, c'est surtout les thyroïdites. On a la thyroïdite subaiguë de Kervin, c'est la thyroïdite virale. Elle touche surtout les femmes dans un contexte d'infection virale, le plus souvent ORL. Ça va donner donc une fièvre, des douleurs cervicales antérieures et un goitre qui est douloureux à la palpation. On a un syndrome inflammatoire biologique. À l'échographie thyroïdienne, un goitre hypoéchogène, hétérogène et la scintigraphie elle est blanche. L'évolution généralement elle est bénigne, retour à l'euthyroïdie dans 90% des cas en 2 à 3 mois après une phase transitoire d'hypothyroïdie. Bien sûr, dimalithyroïdite évolue en 3 phases. D'abord hyperthyroïdie, ensuite hypothyroïdie, ensuite euthyroïdie. Et pour les pourcentages, bien sûr, c'est variable en fonction des causes. Deuxièmement, la thyroïdite silencieuse du postpartum qui survient dans l'année qui suit un accouchement. Donc ça ne dépasse pas une année, sinon il faut suspecter une maladie de base 2. On a les antécédents de pathologie auto-immune, généralement. La thyrotoxicose elle est modeste. On peut avoir un petit goitre qui est ferme et indolore. Les anticorps anti-TPO sont positifs, alors que les TRAC sont négatifs. Et la scintigraphie, c'est une scintigraphie qui est blanche. L'évolution, alors retour dans le thyroïdie, dans ce cas, dans 3/4 des cas, en quelques semaines à quelques mois, toujours après une phase transitoire d'hypothyroïdie. Troisièmement, la thyrotoxicose factice, elle est liée à l'ingestion cachée d'hormones thyroïdiennes, généralement
abus d'amaigrissement, dans ce cas, on n'a pas de goitre, la thyroïde elle est de petite taille, la scintigraphie elle est blanche et l'examen qui va confirmer le diagnostic, c'est le dosage de la thyroglobuline qui est dans ce cas basse, témoin du caractère exogène de l'hyperthyroïdie. Donc, chez un patient non thyroïdectomisé, l'indication du dosage de la thyroglobuline, c'est la suspicion de la thyrotoxicose factice. Là, je me dis une question croque. Quatrièmement, les hyperthyroïdies induites par l'amiodarone. Alors, il faut savoir qu'un comprimé d'amiodarone contient à peu près 75 mg d'iode. Et la demi-vie de cordarone, c'est de 20 à 100 jours. Alors que les besoins en iode sont aux alentours de 150 microgrammes par jour, d'où l'importante surcharge iodée en cas de prise d'amiodarone. Alors, quels sont les mécanismes d'hyperthyroïdie en cas de prise d'amiodarone? On a deux types. On a le type 1, en fait lié à la surcharge iodée proprement dite, c'est l'hyperthyroïdie fonctionnelle. Dans ce cas, on a généralement une glande thyroïde préalablement dystrophique, ou bien zone carencée, ou bien des besoins latents. Donc, on a l'effet de Wolff-Chaikoff. L'échappement à cet effet va être responsable de l'hyperthyroïdie. Mais dans certains cas, on a un défaut d'échappement à cet effet responsable de l'hypothyroïdie. وهذاك علاش الكوردارون ينجم يعطي زاد hypothyroïdie. Le type 2, par contre, c'est lié à l'effet intrinsèque de la molécule. Donc c'est un mécanisme lésionnel sur une thyroïde préalablement saine. Donc si on compare les deux types, donc la thyroïde généralement pathologique type 1, saine dans le type 2, le mécanisme c'est par autonomisation d'un base 2 latent dans le type 1, alors que c'est cytotoxique dans le type 2. Le goitre, on peut voir un goitre ou plusieurs nodules type 1. Type 2, la thyroïde généralement elle est normale. Le délai, généralement le type 1, c'est précoce, alors que dans le deuxième type, c'est de survenue tardive après 2 ans. À la scintigraphie, la fixation elle est présente, voire même si faible dans le type 1, alors qu'il n'y a pas de fixation dans le type 2, c'est une scintille blanche. L'échographie, donc, la thyroïde elle est dysmorphique, hypervascularisée dans le type 1, alors qu'elle est homogène, peu vascularisée dans le type 2. Les anticorps sont positifs, mais peut-être négatifs dans le type 1, alors qu'elles sont toujours négatives dans le type 2. Et le type 1 peut donner une hypothyroïdie, alors que le type 2 donne toujours une hypothyroïdie. Remarque très importante, on peut voir une TSH légèrement augmentée lors de l'initiation du traitement par amiodarone, et ce n'est pas pathologique. Donc le profil hormonal généralement d'un patient qui est sous cordarone, au début de traitement, donc à calme 3 mois, la TSH légèrement augmentée, mais à calme 10 unités internationales. T4, elle est aussi élevée, mais la T3, elle est diminuée ou normale basse. على خاطر الكوردارون généralement inhibe la monodésiodase. Alors que une prise chronique d'amiodarone, donc après 3 mois, la TSH va se normaliser. La FT4, elle est normale haute ou modérément élevée, et la T3 libre, elle est normale basse. Donc il y a un profil hormonal TSH normal et une T4 qui est augmentée ou légèrement augmentée. Il faut penser à la prise de l'amiodarone. Autres médicaments qui peuvent donner une hyperthyroïdie par surcharge iodée, le lithium par retention intrathyroïdienne de l'iode et l'interféron. Maintenant pour les thyrotoxicoses gestationnelles, alors on peut voir deux étiologies. Soit c'est une maladie de base 2, soit c'est une thyrotoxicose gravidique non auto-immune. Dans ce cas, le terrain c'est généralement le premier trimestre de la grossesse par stimulation de récepteurs de la TSH par l'HCG. Généralement, c'est des hyperthyroïdies infracliniques. La TSH, alors, elle est légèrement freinée, mais parfois, des tableaux importants, surtout l'hypermésis gravidarone, donc l'absence de prise de poids, les vomissements incoercibles, on doit penser à l'hyperthyroïdie.
mais les anticorps anti-récepteurs de la TSH sont négatifs, donc c'est la maladie de base 2. Et ça va régresser généralement spontanément au deuxième trimestre. Autre cause de l'hyperthyroïdie, là il faut apprendre deux causes qui donnent une TSH inadaptée, donc une TSH normale ou élevée, c'est l'adénome hypophysaire, donc l'adénome thyréotrope, et le syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. Donc deux causes à apprendre, question. Autre cause rare, on a les causes néoplasiques, surtout les molles hydatiformes, les choriocarcinomes et les métastases d'un carcinome vésiculaire thyroïdien différencié. Pour le traitement, alors les thyrotoxicoses sont habituellement traitées en ambulatoire, mais il faut, dans certaines situations, hospitaliser en urgence le malade et commencer le traitement rapidement. Quelles sont ces situations? C'est surtout donc la crise aiguë thyrotoxique, bien sûr, c'est une hospitalisation en réanimation, la cardiothyréose chez une personne âgée ou en cas de cardiopathie sous-jacente, une orbitopathie maligne et une forme cachectisante de vieillard ou bien une maladie de base 2 évolutive chez une femme enceinte. Donc, il y a des situations qui nécessitent une prise en charge immédiate. Pour le traitement, alors, on dit le traitement symptomatique et le traitement spécifique. Pour le traitement symptomatique, dans 4 mesures, le repos, les sédatifs, donc surtout les benzodiazépines ou les hypnotiques, les bêta-bloquants non cardiosélectifs et le chef de file, c'est le propranolol lié à la blocardie. Donc, 40 mg par jour, donc la dose varie de 40 mg par jour à 160 mg par jour. En fait, ça va inhiber la monodésiodase, donc diminue la conversion périphérique de T4 en T3 et inhibe la synergie entre hormones thyroïdiennes et catécholamine. Et par conséquent, les bêta-bloquants donc, sont efficaces sur les symptômes, donc ils vont diminuer les palpitations surtout et les tremblements. Quatrième mesure très importante, c'est la contraception chez la femme jeune. Et très importante, dès qu'une femme est jeune et diagnostiquée d'hyperthyroïdie, il faut lui proposer une contraception efficace. Allez, deux problèmes peuvent se poser en cas de grossesse, qui sont le passage transplacentaire d'anticorps en cas de maladie de base 2, qui va créer une hyperthyroïdie fœtale et néonatale. Et si on va utiliser les ATS, donc à partir de la 20e semaine, la thyroïde fœtale devient fonctionnelle, donc les ATS vont créer un goitre et une hypothyroïdie fœtale. D'où le dilemme thérapeutique avec Alej. Pour le prévenir, il faut proposer une contraception efficace. Pour les traitements spécifiques, alors, le traitement médical qui est les antithyroïdiens de synthèse, traitement de référence de la maladie de base 2, et les traitements radicaux qui sont le traitement chirurgical et le traitement isotopique. Commençons par les antithyroïdiens de synthèse. Donc, un des deux molécules qui sont disponibles, le Basdel, le benzylthiouracil, le comprimé à 25 mg, et le tyrosol, le thiamazole, 20-30 mg par jour. Le mécanisme d'action des antithyroïdiens de synthèse, en fait, ils vont inhiber l'oxydation, l'organification et le couplage. Le délai d'action requis est de 15 jours. À la khatra, il y a déjà des hormones qui sont préformées, donc qui échappent à l'effet des ATS. Les effets secondaires, alors les effets secondaires les plus fréquents sont les réactions allergiques, surtout l'urticaire. On peut voir aussi des troubles digestifs, une cholestase, mais l'effet indésirable majeur, redoutable, c'est la granulocytose qui est définie par une leucopénie inférieure à 250. C'est une complication majeure. Le risque, il est généralement au début de traitement. Avec Alej, donc, il faut surveiller toujours les malades sous ATS par des NFS avant le traitement et la première semaine, puis tous les mois. Devant des manifestations fébriles chez un patient sous ATS, donc, il faut suspecter la granulocytose, arrêter donc provisoirement les ATS, faire une NFS en urgence. Si les leucocytes sont inférieurs à 1000, il faut arrêter donc définitivement les ATS. Dans ce cas, on va proposer un traitement radical, notamment la chirurgie. Si les leucocytes sont supérieurs à 1000, il faut surveiller. Pour les traitements radicaux, donc, on a la chirurgie et le traitement isotopique. Pour la chirurgie, généralement, c'est une thyroïdectomie subtotale après préparation correcte
2 à 3 mois par les ATS. Allez, je fait la préparation pour éviter bien sûr la crise aiguë thyrotoxique en opératoire. Il faut préparer les malades par les ATS, mais aussi par les bêta-bloquants et les sédatifs. Les risques de la chirurgie, c'est l'hypothyroïdie qui est certaine. Donc, il faut substituer les malades en LT4, mais aussi l'hypoparathyroïdie, la paralysie référentielle, donc responsable d'une dysphonie. On peut voir aussi des crises aiguës thyrotoxiques chez les malades mal préparés. Et on note souvent une aggravation de l'exophthalmie par augmentation de la concentration des tracts au niveau orbitaire. Pour le traitement isotopique à l'iode 131, une contre-indication majeure chez les femmes enceintes, ça va donner une hypothyroïdie fœtale. Chez les femmes jeunes en âge de procréation, si on envisage un traitement par l'iode radioactif, il faut assurer une contraception efficace durant les 6 mois après le traitement. La complication de l'iode radioactif, c'est l'hypothyroïdie. Les risques encourus, c'est aussi la crise aiguë thyrotoxique et l'aggravation de l'ophtalmopathie, surtout chez le fumeur, par augmentation de la concentration de tracts. Il faut couvrir ces malades par des corticoïdes qui m'appellent le prédnisolone à débuter 2-3 semaines avant l'iode. Pour les indications thérapeutiques, donc pour la maladie de base 2 aussi, c'est une maladie qui est peu sévère, donc qui n'est pas compliquée. Chez les jeunes notamment, et si on a un goitre modéré, alors le traitement de référence, il faut débuter par les ATS, les antithyroïdiens de synthèse. Donc on utilise généralement le Basden. Donc on va commencer par une dose d'attaque, 6 à 12 comprimés par jour, jusqu'à aboutir à une FT4 normale au bout de 3 à 6 semaines. Puis on va diminuer les doses. On peut associer aussi les bêta-bloquants, la Vlocardil, les sédatifs, les anxiolytiques et surtout la contraception efficace. Alors le traitement, c'est de 12 à 24 mois. Donc si échec de traitement ou rechute à l'arrêt de traitement, donc il faut d'emblée proposer un traitement radical, notamment la chirurgie. Si la maladie de base 2 d'emblée sévère, en cas donc de complications, ou bien en cas de rechute ou d'échec des antithyroïdiens de synthèse, il faut recourir à un traitement chirurgical qui est la thyroïdectomie subtotale. Et dans ce cas, les antithyroïdiens de synthèse ont servi donc de préparation à la chirurgie. Pour les sujets âgés ou qui ont des contre-indications à la chirurgie ou une cardiothyréose, le traitement de première intention, c'est l'iode radioactif. Dans ce cas, il faut arrêter les ATS 5-10 jours avant. Si on a une ophtalmopathie basoïenne, il faut couvrir les malades par des corticoïdes et il faut remettre les malades sous ATS généralement après, en attendant l'effet de l'iode radioactif. Surveiller les malades par des FT4 jusqu'à l'obtention de l'euthyroïdie, puis par l'ATSH pour détecter l'hypothyroïdie qui est inconstante en cas de traitement isotopique. Pour la femme enceinte, l'iode il est contre-indiqué. Généralement, c'est des formes infracliniques, donc il faut agir sur les symptômes par des bêta-bloquants. On peut utiliser le Basden à la petite dose efficace, donc il faut respecter une discrète hyperthyroïdie. Et même si on a une maladie de base 2 chez une femme enceinte, généralement spontanément tire rémission en fait deuxième trimestre. Et dans les cas extrêmes, là, on peut opérer et faire la thyroïdectomie même en cas de grossesse. Pour la cardiothyréose, alors en cas de fibrillation atriale, toujours l'anticoagulation. Pour ralentir, on peut utiliser les bêta-bloquants. Et il faut proposer toujours les malades pour le traitement isotopique, qui est le traitement de référence en cas de cardiothyréose. En cas de crise aiguë thyrotoxique, il faut hospitaliser les malades en réanimation, donc donner des bêta-bloquants. Et on peut donner donc les ATS à forte dose en urgence avec des corticoïdes. Pour la thyroïdite subaiguë de Kervin, donc le traitement c'est les anti-inflammatoires, stéroïdiens ou non stéroïdiens. Pour l'adénome toxique qui est le goitre multinodulaire, le traitement alors c'est le traitement radical car ces étiologies résident généralement aux ATS. Donc il faut proposer la chirurgie d'exérèse, il faut proposer plutôt l'iode radioactif. Dernière partie de ce cours, c'est l'hyperthyroïdie fruste, alors qu'il y a une entité
non encore élucidées, mais maintenant je me dis à des questions. Donc il ne faut pas la zapper. Alors il faut savoir que l'hyperthyroïdie fruste, d'abord le profil hormonal, c'est une TSH qui est freinée, donc basse, mais avec une FT4 qui est normale. Il faut savoir que l'hyperthyroïdie infraclinique prédispose à deux complications. La fibrillation auriculaire et l'ostéoporose. Donc là, je me dis une fibrillation auriculaire, même si le malade est en hyperthyroïdie fruste. Ou qui dit hyperthyroïdie fruste, c'est pas synonyme d'hyperthyroïdie infraclinique. Donc le malade peut avoir des symptômes, peu ou pas spécifiques. Alors maintenant, la question c'est quand est-ce qu'il faut traiter cette hyperthyroïdie fruste. Alors, les facteurs incitant à proposer un traitement sont l'âge, qui m'appelle le premier facteur de risque de fibrillation atriale, une fibrillation atriale déjà déclarée, paroxystique ou permanente, donc il faut traiter les malades, toute cardiopathie susceptible d'être décompensée par l'hyperthyroïdie, donc il ne faut pas attendre, il faut traiter, les signes d'autonomisation à la scintigraphie, une ostéoporose ou des facteurs de risque d'ostéoporose. Donc, généralement, les facteurs qui incitent à démarrer un traitement. Pour le degré d'abaissement de la TSH, alors ce critère il est discutable. Mais beaucoup d'auteurs estiment que le risque donc, de FA est plus élevé si la TSH est inférieure à 0,1. Donc, il faut commencer un traitement. Maintenant, pour les facteurs qui incitent en contraire à proposer une surveillance sans traitement, c'est le jeune âge et l'absence de fixation ou une fixation homogène à la scintigraphie. StudyGate Digital Learning Technologies.